Salut à toutes et à tous. Grégos, le micro papillon, nous sommes ce soir ensemble avec Jacob Cohen et Germain Gueff. Jacob Cohen, écrivain, spécialiste du Moyen-Orient et ancien maître assistant à l'université de Casablanca. Et Germain Gueff, ce soir, qui est avec nous aussi, ancien directeur de la publication des spectacles de Dieudonné et de la Dieudosphère. Je me trompe pas, c'est bien ça, messieurs? Oui, C'est bien ça. D'accord. Alors ce soir, on va parler de Dieudonné et de sa demande de pardon à la communauté juive, essentiellement. Moi, je l'ai rencontré 4 fois, Dieudo, hein, dans le cadre de ses spectacles à la Main d'Or. On a pu y glisser quelques quenelles ensemble, tous les deux. Vous avez été très proches de Dieudo, tous les deux. Alors, je vais vous laisser un peu, peut-être vous présenter plus si vous en avez le besoin, et présenter vos liens et votre proximité passée avec Dieudonné. Je ne sais pas qui veut commencer. Jacob, hein, c'est lui le plus ancien. euh, disons que à partir de 2010, avec le printemps, quand j'ai publié le Printemps des Sayanim, j'ai commencé à être contacté par divers milieux et notamment par ER. Et donc, j'ai fait quelques vidéos avec ER, 2011, 2012. Et à ce moment-là, Jonathan Moadab m'avait demandé de faire une vidéo sur Dieudonné. Et cette vidéo s'intitulait, enfin, je l'ai intitulée Dieudonné victime, où démontre l'acharnement contre Dieudonné, exprime la toute-puissance du lobby sioniste, quelque chose comme ça. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai été contacté par sa compagne, ou sa femme, enfin, sa compagne, disons, voilà. Et elle m'a dit, est-ce que je peux, voilà, je vous envoie une invitation, ça devait être en 2013, donc je vous envoie une invitation pour, vous pouvez emmener quelqu'un pour un spectacle, et après vous dînerez avec Dieudonné, en privé, au théâtre de la Main d'Or même. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et depuis, bon, j'allais au bal des quenelles. En 2017, j'ai obtenu la quenelle d'or. Et enfin, bon, on avait des contacts, pas nécessairement, enfin, en général, dans le cadre de la Main d'Or, voilà. Ou bien chez lui au moment des quenelles, le festival, la fête des quenelles. Il n'y a pas eu d'autres liens d'amitié particuliers, mais enfin, on était quand même, on avait des échanges très amicaux, très proches. Donc, on s'était vu peut-être, je ne sais pas, une dizaine de fois, enfin bon. Et quand j'allais, son garde du corps, je ne sais pas comment, je me souviens plus comment il s'appelait. Quand il me voyait, il me disait si vous voulez venir dire 2 mots à Dieudo, voilà, etc. Donc, j'allais dans sa loge avant ou après le spectacle. Et donc, voilà, bon, je le connaissais de manière assez proche, mais je ne peux pas dire que j'ai été un intime en dehors d'un cadre relativement professionnel. Voilà. D'accord. Dans le cadre d'égalité et réconciliation, à ER, c'est égalité et réconciliation pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, Bon, oui, bien généralement, il n'y sûr. a plus besoin de les présenter, mais on ne sait jamais. Oui. Ok. Et du coup, toi, Germain, comment est-ce que tu rentres du coup, tu te rapproches de Dieudonné? À quel moment? Comment ça se passe? Et qu'est-ce que vous faites ensemble essentiellement? J'avais vu Dieudonné dans le cadre en 1995 que lui est copain avec Jean Dujardin. Moi, j'étais ami avec Éric Collado. Et on s'était vu comme ça à une réunion de ce qui s'appelait à l'époque les Nous, c'est nous. Pas de souvenez. Donc, il y avait Bruno Salomon, Jean Dujardin, Éric Collado, le deuxième, pardonnez-moi, je ne m'en souviens plus. C'était une réunion dans un bar à Saint-Laurent-du-Var où Éric m'avait amené pour voir, pour un peu apporter humblement ma science de ce qu'ils avaient sur le jeu de scène et régler un peu tout ça. Et Dieudonné, lui, était venu avec Jean Dujardin et on s'était connus comme ça. C'est très sympa, vraiment autour de tout ce qui était purement en technique au niveau artistique. Et ensuite, en 2007, quand Carlos, j'étais en prison à Poissy, moi, et Carlos arrive à Poissy, et puis donc il se trouvait qu'il était
ami avec quelqu'un qui veut le voir, qui s'appelle Pierre Panet, et qui était un peu l'homme à tout faire au théâtre de la Main d'Or, avant que Jonathan Jodamas prenne la succession. Et on parlait un peu de tout ce qu'il y avait, les ennuis judiciaires que Dieudonné avait depuis le sketch de chez Fogiel. Et il me dit, si tu veux, il savait que j'écrivais des chansons, des sketchs, tout ça. Donc il me dit, si tu veux, je te donne le numéro de Dieudonné. Et on s'est rappelé comme ça, je sais pas, la semaine ou 15 jours qui a suivi. Et on s'était mis d'accord. Donc je lui ai dit, moi, tu sais, ils sont tous partis du côté de ma maman visiter la Pologne gratuit grâce à SNCF. Donc il y a moyen qu'on puisse faire quelque chose à ce niveau-là. Et on s'est mis donc à écrire des chansons principalement. Hein. Les chansons potaches. L'atelier des potaches. L'atelier de chansons potaches, les gens ils croyaient que c'était du flan, mais c'est vrai, hein, ça on a vraiment fait en prison à Poissy ce qu'on appelait l'atelier de chansons potaches. Hein, c'est Diodo qui a trouvé le nom, et où on faisait la réinsertion par l'arrière pour les personnes, les détenus de longue peine, parce qu'il n'y a que ça à fait à Poissy. Et le principe était d'écrire une chanson sur soi-même pour se faire de l'autodérision et ensuite participer à l'écriture de tout ce qu'on faisait pour Dieudonné, en chanson essentiellement, et ensuite, quand ça a bien pris, toutes les vidéos qu'il faisait tous les jours sur YouTube avant qu'il se fasse virer, hein, et c'était production atelier de chansons potaches, et donc ça marchait vraiment bien sur ça, et pour essayer qu'ils arrêtent un petit peu de l'ennuyer à ce niveau-là pour tout ce qui est relais Internet, on a dit que c'est moi qui me mettais directeur de la publication, hein, parce que moi, le tribunal, je m'en fous. Et surtout, en plus, on était en tôle. Donc, tu sais, prendre 1 mois, 2 mois ou 3 mois de prison. En plus, les amendes, on ne les paye pas, donc on s'en fichait. Et ça a bien fait sur ça, et ça a vraiment bien marché. Diodo, il l'a dit en 2009, une vidéo que j'ai mis, que je mets sur ma chaîne à moi. Je ne dis pas c'est quoi, je ne suis pas là pour faire ma pub. Mais il le dit bien, donc on est passé. Hein, je vais dire après, on s'en fiche. Voilà, c'est l'atelier des chansons sur YouTube, l'atelier des chansons. Et la chaîne principale. Et donc, on est passé de 10 000 à 4 millions de vues tous les jours. Parce que ça piquait vraiment bien. Et puis, nous, on est passé plusieurs fois au tribunal. Et au lieu de dire, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès, nous, on disait, écoutez, j'ai quelque chose à dire à tous ceux qui ont été choqués par cette chanson, que très sincèrement, vous faire enculer. Hein. Si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas obligé d'écouter. On ne passe pas au journal de 20 heures. Hein. Il y a des choses qu'on peut dire où on veut, puisque c'est ce qu'ils avaient repris un peu pour donner la relaxe à Charlie Hebdo pour les caricatures de Mahomet. Ils avaient dit, le journal, on n'est pas obligé de l'acheter, c'est pas comme le journal de 20 heures, où on est obligé d'avoir une certaine réserve, puisque les gens viennent écouter sans savoir ce qu'il y a, en espérant qu'il y ait justement de la tenue et de la correction, rien de choquant. Et là, donc, quand on vient voir, surtout à l'époque où les Dieudonné étaient décriés comme le plus sulfureux, si quelqu'un vient à son spectacle, il doit s'attendre à ce qu'il y ait un sketch avec l'accent africain, un sketch sur Israël, un sketch sur l'asiatique et compagnie. Hein. Donc voilà. Donc plutôt de faire, comme il disait, toujours baisser la froc, j'ai œuvré pour lui montrer qu'en fait, quand on leur rentre dans l'art au tribunal, ils peuvent pas suivre, surtout qu'en plus on les a menés, nous, sur le chemin de la pignolade et de la guignolade, à savoir qu'on arrivait habillés en fille, habillés en noir, tout nu même, tu vois, pour qu'ils comprennent qu'en fait, avec excentricité. Voilà. Quand on est clown, c'est le principe du clown, de choquer en ayant prévenu que justement on est dans la provoque et dans la dénonciation sous forme d'invective mais d'humour. Ceux à qui ça plaît pas, ils sont pas obligés de venir. Hein. Je répète exprès, on n'est pas au journal de 20 heures. Voilà. Et chez ER aussi, parce que chez ER c'était pour rendre aussi le même service à Alain, à Soral. C'est-à-dire qu'en étant directeur de la publication, ça permettait d'éviter les poursuites, ce qui aurait pu être totalement verrouillé s'ils avaient suivi l'astuce, comme je leur avais dit au départ, c'est-à-dire que c'est tout simple. La loi sur la liberté de la presse qui renvoie à l'audiovisuel, c'est l'article 94-6 de la loi sur l'audiovisuel qui dit que en cas d'association qui ouvre un site, c'est le président de l'association qui est de fait directeur de la publication. C'est-à-dire que tu es obligé de poursuivre lui si tu veux poursuivre quelque chose qui a été publié. Et je leur avais dit de me mettre président de ER et président aussi des sociétés de la plume.
en me mettant révocable par le conseil d'administration sans préavis. Comme ça, ils étaient tranquilles que je ne pouvais pas prendre la mainmise sur ça. Et dommage qu'ils n'aient pas accepté parce qu'en fait, quand ils se sont rendus compte de cette petite article de loi, quand ils sont passés au tribunal, le fait que j'étais directeur de la publication, ils s'en fichaient. Ils me disaient, monsieur, vous n'êtes pas le président, donc c'est pas vous qui êtes, on peut poursuivre, qui êtes poursuivi, pardon. Et ils ont continué à poursuivre soit Soral, soit Diodo. C'était dommage. C'est le petit regret que j'ai. Une manière d'essayer de détourner un petit peu les choses, mais finalement, ça nous faisait plaisir. En fait, on ne s'est jamais fait payer avec Alfredo. Parce qu'Alfredo était directeur de R et moi, j'étais directeur de Diodosphère. Et on avait pris sur nous de le faire sans être payé et de pouvoir faire plus de foin. Et on aurait pu faire beaucoup plus s'ils avaient suivi jusqu'au bout. Ils n'ont pas voulu faire comme ça. Ok, les gars. Ce soir, on va essayer d'être précis, court et concis. On ne fait pas un procès Dieudonné, mais on va essayer de comprendre. Alors, pour commencer, que pensez-vous de cette dernière sortie de Dieudonné et de ses excuses, en l'occurrence, à la communauté juive essentiellement? Quel est votre ressenti? Comment les interprétez-vous? Avez-vous été surpris? Y a-t-il eu des pressions? La démarche est-elle sincère et personnelle? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas qui veut commencer. Ben là, je me permets de le faire parce que tu permets, Jacob, que je commence? Oui, je t'en prie. En fait, comme je l'avais dit, je l'ai dit depuis ça fait plus de 6 mois, c'est quand ils ont lancé l'affaire du faux duo avec Bigard. Bon, moi, je peux vous dire, je suis dans la combine depuis toujours, c'était du flan, 100% du flan, et pour avoir la publicité qu'il avait eue, parce que en ayant lancé cette fausse information, ils ont accaparé l'actualité pendant 3 semaines. Ils ont eu 4 émissions en direct chez Hanouna, donc c'est génial. Mais je suis intervenu en lui disant, écoute, si tu fais ça, ça va obligatoirement se finir parce que tu vas être obligé de faire ta teshuva. Business. Et ça ne me plaisait pas parce qu'il y a beaucoup les personnes qui se sont... Ouais. C'est revenu? C'est revenu à la normale. Ça ne me plaisait pas. J'ai mis le haut là, puis le A sur ça en disant ça ne me plaît pas qu'on fasse ça parce que tous les gens qui t'ont suivi depuis une vingtaine d'années, ils ne comprendraient pas que tu baisses ton froc, tu vois. Et bon, il l'a pris différemment. Et j'écoute, moi, je démerde de toi avec ça, mais je veux pas. J'en ai fait annonce tout le temps sur mon modeste canal pour en faire état, ce qui me permet aussi de pouvoir le dire aussi maintenant, parce que tout ce que je viens de dire, c'est vérifiable. Et d'ailleurs, ce qui sera dit ce soir n'engage que nous. Hein. Voilà, puis moi, c'est bien quand même que je donnais le nom de ma chaîne, parce que tous les lives ils sont dessus. Et tout ce que je viens de faire état, c'était donc 3 mois avant le 17 novembre, et ça s'est poursuivi. À chaque fois, j'annonçais les dates. Début janvier 2023, il va faire sa teshuva. Pourquoi? Parce qu'il a un besoin de recouvrer les salles pleines. Parce qu'il a quelques dettes, outre son train de vie, le besoin de briller, ça, qui est noble, je dirais, parce que c'est un artiste, donc il veut être sous la lumière, ça on ne peut pas lui enlever. Hein. Je comprends très bien qu'il préfère. On ne peut pas lui reprocher. Je comprends très bien qu'il préfère jouer au Stade de France que dans la rue. Ça, c'est normal. Mais puis aussi, parce que bon, les attaques qui vont commencer à fuser encore beaucoup plus fortes d'ici quelques semaines sur les incriminations judiciaires auxquelles il va faire face et qui n'ont rien à voir avec des propos qui ont tenu. Ça, je n'ai pas besoin de le dire parce que ça va sortir dans la presse et puis c'est leurs histoires, eux, donc je ne ferai pas plus état. Mais c'est quelque chose qui va demander une manne financière immédiate importante et qui n'était plus en mesure de produire avec les spectacles en état à lesquels où il était. Donc jouer encore, pas dans la clandestinité, parce que c'est quand même des salles qui n'arrivaient à des petites salles, entre guillemets, à remplir 300, 400, 500 personnes, qui restent des petites salles pour lui, normalement, comparé à ce qu'il pourrait faire quand il faisait la tournée des Zéniths. Et donc, c'était malheureusement obligatoirement le cas. Que ça soit ça, et puis et surtout qu'en point d'orgue, c'était il arrivait à la fin de la mission qui lui avait été confiée quand on l'a placé à la tête de la dissidence, c'est-à-dire... alors, je t'arrête. Ça, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui l'a placé à la tête de la dissidence? Si tu regardes bien tout ce qu'il y a eu depuis 2003, quand il fait son sketch chez Fogiel, qui n'avait rien d'incriminant, il faut dire la vérité. Hein, ils avaient besoin, en 2003, il y avait un vent
de révolte qui soufflait en France et qui allait obligatoirement se transformer en vent de révolution s'il n'y avait pas un moyen de canaliser toute cette énergie qui émergeait de manière évidente à l'encontre des décisions du pouvoir de l'époque. Et donc ils ont pris Alain Soral, qui s'est sorti de nulle part à la fin des années 90, qui est tout à fait, en tant qu'individu, à l'opposé de ce qu'ils nous ont vendu comme mâle alpha hétérosexuel, chef des patriotes blancs. C'est pas du tout ça le vrai Alain Soral en privé. Bombardé chef de la dissidence en mettant dans tous les médias, et d'avoir écarté Dieudonné du côté bon côté du showbiz en le faisant faire son sketch à la con chez Foziel, de le mettre placé chef de la dissidence côté humour et Soral chef de la dissidence côté sérieux. Et grâce à cela, pendant 20 ans, ils ont pu confiner ce vent de révolte dans du blabla et de la guignolade. Voilà. Et là, on arrivait à un moment de la boucle où l'âge faisant, Dieudo, il en avait marre d'être dans cet état-là. Moi, c'est toujours ce que je dis là, il s'en est confié, vanté même à ce niveau-là, parce que je te dis, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille ensemble, hein, puis on est copains. Moi, je me suis toujours comporté en ami avec lui. Les 3 fois 5 mois de prison que j'ai pris pour lui, je les ai faits. Hein. Ça, c'est pas du flan, c'est pas 10 francs 50. Hein. C'est 5 mois, c'est 15 mois de prison. Et c'est les 15 mois de la fin. Il faut se les faire quand tu as fait 24 ans déjà. Et okay. Germain, on va revenir là-dessus un petit peu après. J'aimerais avoir aussi l'avis de Jacob entre-temps. Et on va revenir sur les sujets que tu as évoqués. Mais j'aimerais avoir déjà aussi l'avis de Jacob, un petit peu son ressenti par rapport à tout ça. Bon, moi, il y avait un sentiment chez lui qu'il exprimait avec moi en me disant, Jacob, vraiment, est-ce que il était très triste. Il croyait à un malentendu terrible avec les Juifs, avec la communauté juive. Et il me disait, mais pourquoi il me déteste? Est-ce qu'il me déteste tellement? Et je lui disais, tu ne peux même pas imaginer à quel point il te déteste. Bon, parce que il le déteste parce que le lobby, moi je préfère parler de lobby, et il en a fait une tête de Turc à abattre. Voilà. Et donc, c'est l'exemple à donner aux autres artistes en leur disant, voilà ce qui va vous arriver si vous vous écartez du droit chemin tel que nous, on l'impose. Et donc, il avait ce sentiment, en tout cas, il exprimait devant moi, d'incompréhension et de tristesse. Cela étant, moi, j'ai été très surpris de son revirement. Parce que, bon, d'abord, sa résistance ou sa dissidence, on peut dire ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, moi, je la voyais comme telle. Vous savez, c'est quelqu'un qui a un talent extraordinaire. Il voulait déjà faire du cinéma, il voulait réaliser un film sur l'esclavage. Tout le monde le reconnaissait d'ailleurs. Et Bernard-Henri Lévy qui l'a empêché. Parce que c'est lui qui était, en 2000, il était le patron de l'avance sur recette au Centre national du cinéma. Et donc BHL a vu immédiatement, peut-être à travers le scénario, etc., alors que Dieudonné à l'époque était avec Elie Moon. Mais il avait probablement perçu une espèce de concurrence victimaire qui allait émerger, et donc il lui a refusé l'avance sur recette. Le film, c'était Le Code Noir. Hein. Je rappelle pour ceux qui l'ignorent, c'était le film Le Code Noir sur la traite négrière. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que il aurait pu s'aplatir, il aurait pu s'excuser et réaliser une carrière extraordinaire. Bon, pendant 20 ans, il a tenu. Ça, c'est à mettre à son crédit, qu'on le veuille ou non, quelles que soient ses arrière-pensées, etc. Mais en tout cas, il est passé à côté pendant 20 ans. Il est passé à côté d'une carrière probablement d'acteur, de metteur en scène, d'humoriste, même international, enfin qui aurait pu avoir une carrière internationale. Mais il est resté dans, dans sa ligne. Et là, pour moi, ça a été vraiment un coup de tonnerre dans un ciel serein. Je ne m'attendais pas du tout.
Bon, ça faisait 3 ou 4 ans que je n'avais aucun contact avec lui, ni avec la dissidence. Ça remonte à mon conflit avec Soral en 2018. Donc, tous les ponts étaient rompus, mais je suivais quand même de loin, enfin, par les vidéos, etc., ce qui se passait. Et donc, pour moi, ça a été une surprise terrible. Et surtout, il n'y a pas que le fond, il y a la forme. Je veux dire, qui s'adresse au magazine actuel, comment il s'appelle déjà, Israël Magazine. Israël Magazine, enfin, moi qui connais un peu enfin, je veux dire, Alors justement, c'est tiens, qu'est-ce que tu peux nous en dire justement d'Israël Magazine? Qu'est-ce que c'est vraiment, enfin, c'est, comment dire, c'est le sionisme pur et dur, la droite pure et dure, ceux qui font pas de cadeaux, enfin, ceux qui ne font cadeau à personne, ceux qui poursuivent euh, les tièdes, tous ceux qui s'écartent, qui osent critiquer. Enfin, je veux dire, par exemple, à la limite, il y a des personnalités. Vous savez, le CRIF, dans les années 80-90, était dirigé par un avocat qui s'appelait Klein, Théo Klein. Et Théo Klein, il était, vous imaginez, on a changé vraiment d'époque. Théo Klein luttait déjà à l'époque pour un État palestinien et la fin de la colonisation, le président du CRIF. Et donc, finalement, on l'a écarté. Et aujourd'hui, dans les radios juives, quand on parle de Théo Klein, c'est comme si on parlait de quelqu'un de pestiféré. Et donc, il y a quand même des tendances dans la communauté assez diversifiées. Et il y avait une tendance, même Finkielkraut, avant qu'il bascule quand même petit à petit. Mais moi, je me souviens de ces conférences du dimanche sur Radio J, où il était très, très gêné par l'occupation, la colonisation, etc. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il s'est adressé, alors que Actualité juive faisait partie vraiment de l'extrême sionisme. Et donc, ça, c'était un signe qui m'a vraiment frappé. Et je me suis dit, il se passe quelque chose, mais je ne savais pas, je n'avais pas encore, j'étais vraiment dans l'étonnement, dans la stupéfaction, et je n'avais aucun élément pour juger comment dire, imaginer un peu les dessous de l'affaire, voilà. Ok. Oui, parce que, bon, moi, je vais donner mon avis un peu sur ces excuses, comment je les ai perçues. Pour moi, le fait, en fait, qu'il demande pardon sans aucune nuance lui fait accréditer le fait qu'il ait pu être antisémite, alors qu'il ne l'a jamais été. On le sait, tous les trois. Antisioniste, oui. Antisémite, non. Et moi, c'est ça mon reproche. C'est après qu'il s'excuse s'il a pu blesser des juifs du quotidien par manque de nuances. Ok, très bien. Mais là, c'est vraiment de manière non nuancée. Et je trouve que c'est ce qui crée la confusion à la fois chez ses proches et chez son public. Je ne sais pas si vous avez le même ressenti. Bah, vas-y, Jacob. Non, vas-y, Jacob. En fait, vous connaissez l'expression, il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Donc, pour que son pardon marche, je dirais juste cette remarque. À la limite, pour que son pardon marche, il s'est adressé au plus extrême. Parce que s'il s'était adressé à des juifs de gauche, etc., on aurait dit, bon, il n'est pas sérieux. Alors que là, on ne peut pas dire qu'il n'était pas sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il a vraiment été au bout de sa logique. Je trouve que son pardon, entre guillemets, enfin ce qu'on veut, il a du poids en s'adressant à Actualité juive. Voilà. Israël Magazine. Bah, c'est surtout que pour arriver à ce que vient de dire Jacob, qui est très juste, c'est simplement qu'il a fait comme on lui a dit de faire. C'est aussi simple que ça. On lui a fait. Donc voilà, selon toi, selon vous, je ne sais pas si vous êtes tous les deux d'accord là-dessus, il y a eu des pressions d'exercer pour qu'il s'exécute dans cette démarche. C'est pas, en fait, la pression, c'est pas la pression au sens qu'on lui a obligé à le faire. C'est que la base qu'on lui a dit qu'il voulait, c'est, comment dire, retourner du côté. Voilà, c'est pour revenir du côté pute et champagne du show business.
il fallait qu'il fasse ça. Et on lui a dit, tu le fais à cet endroit-là. Mais la sollicitation, elle part de lui. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il arrive et au niveau financier, ça coincé à fond. Il va avoir des dépenses énormes en avocat pour s'extirper de ce qui va lui tomber sur le rein au niveau autre que spectaculaire. Hein, je vous dis que c'est pas moi, je suis pas parti au litige, donc j'en fais pas ici. État ici, je laisse les protagonistes le faire le moment où eux ils jugeront que c'est utile. Et il était lâché par ses plus proches collaborateurs, eu égard aux révélations que je leur ai faites physiquement sur place devant lui pour expliquer ce qu'elle était la situation. Et c'était pas du tout belliqueux de ma part, c'est en lui disant tu fais comme tu dois faire pour pas nous trahir ou tu te démerdes. Après, il est assez grand pour faire comme il veut. Mais C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là, Germain? Et sois un peu plus explicatif. ben en fait, voilà, je te dis, la fin de la boucle de n'amener les gens dans nulle part, on y arrivait là. C'est-à-dire qu'il avait plus l'aura suffisante dans ce qui était la dissidence pour durer plus longtemps. Voilà. Donc j'ai relevé un peu le poteau rose à ses amis parce qu'ils étaient investis depuis une vingtaine d'années en espérant qu'il y ait une suite glorieuse à cela, alors que non, il n'y avait rien du tout. Tout ce qu'ils avaient mis dans l'investissement humain et en financement, par exemple des gars qui ne gagnaient rien, qui avaient au bout de 10, 12, 15 ans réussi à avoir mis 15 000 balles de côté pour faire quelque chose, j'ai été obligé de leur faire état du fait que retirez vos billes, sinon vous n'aurez plus rien. Et donc, à ce niveau-là, il n'y avait qu'une seule possibilité pour Dionée. Soit il continuait dans cet exercice avec une rémunération qui était impossible à couvrir ses besoins, soit il jetait l'éponge, comme c'était pour moi, comme c'était combiné depuis le départ. Parce que c'est un cercle. Mais combiné par qui? Combiné par qui? Ceux qui attribuent les budgets décisionnaires au niveau de l'affectation des dizaines de millions d'euros qui sont donnés dans les spectacles par les comités d'entreprise. Parce qu'en fait, les gros des spectacles, que ce soit Semoun, Arthur, compagnie, qui viennent jouer dans les salles, c'est les comités d'entreprise qui pourvoient au remplissage des salles. Et ça, quand tu n'es pas dans la combine, tu n'y as pas droit. C'est aussi simple que cela. Et en échange de tout ce qu'il a fait, de ce foin qu'il a fait au niveau d'incriminer uniquement le lobby juif au lieu d'incriminer ceux qui sont véritablement les tenanciers du pouvoir, il devait avoir un juste retour des choses, c'est-à-dire le ramener à la lumière par un biais quelconque. Et ce biais, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, l'annonce du faux duo avec Bigard, pour avoir un spectacle qui était articulé autour du pardon, pour dire je reviens avec une certaine noblesse. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je suis intervenu pour que ça n'arrive pas, parce que c'était en trahison avec tous les pauvres gens qui ont donné de leur temps, de l'argent, de l'énergie, quand ils l'ont soutenu quasiment à la force des bras pour pas qu'ils se retrouvent avec rien du tout. Et moi, je ne pouvais pas accepter que ça intervienne de la sorte, puisqu'étant son directeur de la publication, ça voulait dire que j'étais dans le coup. Alors ça, pour moi, c'était inacceptable. Donc voilà, c'était répondre à ta question tout à l'heure. Et c'est exactement ce que fait ER avec Soral depuis 20 ans, en incriminant uniquement le lobby juif, alors que c'est pas ça. Le lobby juif, il intervient uniquement pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, pour l'attribution de cette manne des comités d'entreprise. Mais ils s'en foutent qu'ils soient juifs, c'est pas le critère pour eux. Ils sont en place dans ce système-là, et il se trouve qu'ils revendiquent une judéité qui est belliqueuse pour dire moi je, mais ils s'en foutent en fait de ça. Ils sont pas plus juifs que Emmanuel Macron, c'est le nouveau Teddy Riner. C'est du flanc leur truc. Jacob, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oui, il y a un élément qu'on n'a pas encore évoqué, enfin qui a fichu la trouille probablement à Dieudonné et lui montrer qu'il est vraiment au bord du précipice. C'est l'article qui est paru dans Libération il y a 3 ou 4 mois, où son ex-compagne a dit, et là, moi, ça a été aussi une surprise, enfin, une surprise probablement pour pas mal de gens, qu'elle était en bisbille avec lui et qu'elle allait dénoncer toutes les magouilles. Et comme elle était productrice, donc elle connaissait tout. Et là, il a dû, probablement, à mon avis, c'est probablement ça qu'il a décidé. C'est-à-dire, elle a déposé plainte d'ailleurs. Hein. Oui, elle a déposé plainte. Son ex-femme a déposé plainte. Elle dit tout. Ça veut dire que, bon, le fisc, etc.,
ils vont démêler toutes les ficelles et là, ils vont pratiquement le ruiner. Or, bon, c'est quelqu'un, malgré tout, enfin, en tout cas, qui a une passion pour l'argent. Ça veut dire une telle passion qu'il a arnaqué. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez dégueulasse. Enfin, je veux dire, il y a des milliers de gens qui le suivaient. Tu parles de quoi essentiellement? Par exemple, par rapport au chèque à la Palestine, à la non-assurance? Palestine, ananas, les cercueils, les masques. Enfin, il a cherché tout le temps à gagner du fric. Et gagner du fric, est-ce que gagner du fric, est-ce que vouloir gagner du fric signifie forcément une arnaque? Non, laisse-moi terminer. À gagner du fric malhonnêtement. C'est pas. Non, gagner du fric, il en gagnait dans ses spectacles, il le méritait, il n'y a pas de doute. Mais toutes ces combines c'était des combines pour soutirer l'argent et beaucoup de gens, enfin, il y a eu des témoignages, etc., se rendaient compte qu'ils avaient été arnaqués. Donc, et malheureusement, vous savez, il y a quelqu'un qui avait dénoncé ces arnaques depuis 2013 ou 2014, c'est Salim Laibi. Mais moi, je reconnais que j'ai pas fait attention. Je n'ai pas été assez lucide pour. En fait, le problème, c'est que comme il était entouré d'une légitimité de dissidents, de résistants, de persécutés du système, etc., ces arnaques, elles n'accrochaient pas. À la limite, les gens se disaient, enfin bon, moi par exemple, je reconnais, je fais mon mea culpa, j'ai pas été assez lucide, assez pénétrant de vouloir, j'entendais de ci, de là, d'ailleurs j'avais entendu dire Salim Laibi depuis des années, mais je ne franchissais pas le pas. Et je pense que le fait d'avoir cette stature de résistant, le protéger contre des accusations, même si elles pouvaient être fondées. Voilà. Et donc, moi, la peur d'être, ou peut-être la perspective d'être mis à nu financièrement et après éventuellement pénalement, là, il s'est dit, j'accepte vraiment, mais d'aller jusqu'au bout. Voilà. D'accord, il était dans ce processus-là. Et c'est vrai que oui, Salim Laibi, à l'époque, effectivement, après la cassure, parce que Salim aussi était très proche de Dieudo et Soral via Égalité et Réconciliation, ils faisaient beaucoup de conférences ensemble. Et à un moment, effectivement, il y a eu une cassure et Salim, effectivement, dénonçait pas mal ces choses-là. Salim qu'on salue hein, aussi à l'occasion. Et moi, j'avais d'ailleurs même trouvé ça même regrettable à l'époque, parce que je m'étais dit, c'est dommage que voilà, ce noyau dur de la dissidence bah, voilà, se brise un petit peu comme ça, vole en éclats. Voilà. C'était, je trouve, dommage. Moi aussi, je me souviens avoir dit dans une vidéo, une conférence, parce qu'il avait écrit un livre sur Soral. Bon, et que j'ai pas lu, mais enfin, je voyais à peu près ce qu'il contenait, parce que j'ai vu une vidéo. Et je me souviens avoir dit, 2014, quelque chose comme ça, ou 15, enfin bon, c'est regrettable qu'il n'ait pas écrit un livre sur BHL, par exemple, notre ennemi juré, plutôt que sur quelqu'un de la dissidence, même si on peut avoir des conflits. En fait, vous savez, vous connaissez la formule de Jean-Paul Sartre, il ne faut pas désespérer Billancourt. Voilà. Et donc, finalement, en fait, il faut cacher les critiques. Enfin, mais les critiques ne sont malvenues parce qu'elles risquent de briser l'union de la résistance, etc. Et ça, c'est une erreur aussi, parce que on a laissé passer des choses. Et voilà, je fais mon mea culpa de n'avoir pas été assez lucide et courageux et d'avoir affronté la question, parce que je me disais, c'est vrai, avec cette idée que on a des ennemis puissants, c'est pas la peine de se diviser, de s'entretuer entre nous. Voilà. Et lui, il a joué là-dessus aussi. C'est ça, parce qu'il pouvait quasiment faire lancer tout ce qu'il voulait avec cette aisance
comme une espèce d'un sentiment d'impunité, voilà. Mais son rapport pathologique à l'argent, tous ceux qui sont autour pourront vous le confirmer, hein. Mais c'est également pour finir de répondre à ta question, la teshuva a pour un avantage pour ceux auprès de qui il l'a faite, c'est que de complètement porter un coup au niveau de l'unité de ce qui restait. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Et c'est la raison pour laquelle il fait une vidéo un peu assassine contre Soral, alors qu'il ne l'a pas vraiment cassé à Soral quand il fait le commentaire des excuses qu'il a envoyé donc à Israël Magazine. Non, c'est vrai. Ça porte un coup vraiment fatal à ceux qui y croyaient, parce qu'ils se disent, mais alors, si même les deux premiers, là, il y en a un qui jette l'éponge et il se crache à la gueule au moment où on pourrait dire, quelqu'un qui se prévaut du pardon, comme il dit, il devrait dire, si c'était pas du flanc tout ce qu'il a fait, si c'était pas la preuve évidente qu'il bosse pour la commandanture, il aurait dû dire, Alain Soral m'a craché à la gueule, ce qui n'est pas vrai, hein, mais Alain Soral m'a craché à la gueule, comme c'est mon ami et que j'ai déjà pardonné à mes ennemis, je pardonne à mon ami et je le laisse continuer dans sa voie, blablabli. Bon, c'est salade, comme il raconte avec excellence, mais non, il a bien fait le contraire, déchirer, remettre en avant, faire une vidéo dans laquelle il séquence celle de Soral. Il a été un peu dans la surenchère, ouais, effectivement. La surenchère, alors il est capable de dire dans la même phrase qu'il pardonne à Philippe Tesson qui lui a dit cet homme, je voudrais le voir, son exécution par un peloton d'exécution me ferait plaisir. À cet homme-là, qui est, se dire vraiment un oppositionniste complet, à lui pardonne. Et Alain Soral, qui est la semaine dernière, lui disait c'est mon ami, mon compagnon de combat de toujours, qui lui a fait une petite remarque et quand même en finissant en disant je te souhaite quand même bonne route dans ta nouvelle directive, il lui a craché à la gueule comme à tout le monde, hein, comme à jamais à quelqu'un il a fait. Tu vois, les attaques sur le fait qu'il est pédé, ça, il s'en occupe jamais, ça d'habitude. Et en plus, il s'est mis dans une posture du ridicule absolu. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand il se moquait du pauvre Pierre-Jean Chalençon. C'est-à-dire qu'il y a un gars revendiqué, une fiotasse revendiquée, il dit j'ai rien dans le froc, je mange à la gamelle, excusez-moi, laissez-moi tranquille. Donc il était obligé de se mettre à plat ventre en disant je suis pas antisémite parce qu'il avait fait une photo Connell avec le gorille. Et là, à Dieudo, il s'était mis en fille, le crash à la gueule, ça s'appelle sa chanson je suis pas antisémite, Mezouza et Like Matter. Alors que là, ce qu'il a fait, il reprend d'ailleurs sur l'affiche du spectacle avec Francis Lalanne, c'est lui, c'est-à-dire sa gonzesse Travelo qui n'a rien dans le froc, qui vient se mettre à plat ventre pour pouvoir manger, pour pouvoir retrouver les grandes salles. Et comme il le dit dans sa vidéo d'aujourd'hui, hein, j'en avais marre d'être terré dans le costume d'antisémite, d'en jouer des petites salles de crotte, je ne sais plus qu'ils disent, parce qu'il n'est jamais grossier dans cette vidéo. Et mais voilà, grâce à mon ami Francis Lalanne, parce que moi, je pourrais vous le dire sur Francis. Hein, j'ai les citations qu'il a fait sur le dernier bouquin, son bouquin qu'il a sonné Francis, la dédicace à Dieudonné, elle est belle. Hein. Il voulait même passer par moi pour l'atteindre, pour pouvoir monter toute cette salade. Parce que tout ce qu'ils font là, qui vont chez Hanouna, qui s'engueulent, tout ça, c'est du pipeau. Ils sont tous copains comme cochons. Hein. Donc, ils cherchaient un biais d'un quelqu'un qui soit assez con pour marcher dans la combine sans voir la dimension, ce qu'elle avait au niveau de la destruction de ce qui restait dans la dissidence agonisante, comme il a dit Dieudonné lui-même dans sa vidéo. Donc, ils ont pris Francis parce que c'est le client ici de la confiture, Francis, il faut dire la vérité. Voilà. Oui, tout ça, c'est du pipeau. Moi, j'avais fait une chronique là-dessus. Hein. Radio, télé, fausse subversivité. On sait que c'est souvent des oppositions contrôlées qui sont là pour mettre en avant un certain nombre de choses, mais qui, au final, voilà, c'est le vide, le néant. Ouais, moi, sans jamais avoir. Moi, j'étais à l'intérieur. Je peux te dire qu'au contraire, devrait, ce que Jacob a dit, c'est que c'est vrai, c'est extraordinaire. Au contraire, devrait, pour ce qui est une vraie unité dans la contestation, qu'on n'appelle pas dissidence ou résistance, parce que ça ne s'est jamais matérialisé par une vraie résistance, mais par la contestation de là et d'ouvrir les yeux aux gens, ils se sont toujours, au lieu de s'accorder sur un point sur lequel on est d'accord, quel que soit ce point-là, et de faire une synergie positive autour de cet amalgame commun de contestation, ils ont toujours refusé de le faire en disant carrément on ne mélange pas les dossiers. Pour eux, on était des dossiers, c'est-à-dire quand Pierre et Paul sont contre la politique mondialiste, eh bien, on cherchait un petit point sur lequel ils n'étaient pas d'accord et on les mettait en bisbille sur ce point qui n'est pas d'accord. Et ça a été toujours la politique depuis 20 ans de égalité et réconciliation, et pareil pour Dieudonné. Ils ont tout fait pour faire obstacle à ce qu'une émergence arrive parce qu'ils ne voulaient pas perdre ce leadership sur cela.
parce que, et étant donné que le fait d'être placé chef de la soi-disant dissidence ou résistance, non seulement ça a permis à Dieudonné de continuer de surfer sur cette vague-là, mais ça a été surtout le joker pour pas qu'il y ait des ennuis par des personnes de droit commun. Parce que tu sais, il n'y a pas que des guignols qui se sont fait escroquer par le Sestrel et compagnie. Il y a des gens qui voulaient faire quelque chose. Hein. J'ai dit la dernière fois dans le dernier live, que j'avais l'avant-dernier live, en disant que ceux qui m'incriminent, que disant que je trahis mon ami, je dis, moi j'ai toujours été son ami, lui s'est jamais comporté avec moi en ami, en quoi que ce soit, mais je suis quand même intervenu pour pas qu'il lui arrive quelque chose de funeste. Tu vois, et c'est le fait qu'il était mis en avant résistant qui lui a permis d'éviter à ça. Hein. Parce que les gens, ils croyaient vraiment. Donc, et comme ça s'est éventé les dernières semaines que tout était défendu depuis de A à Z depuis 20 ans, il faut vite retourner auprès de la maison mère pour s'en sortir. Hein. Parce que même son garde du corps, il a lâché. Celui qui s'appelle Sidati. Tu cherchais le nom tout à l'heure, Jacob Cohen. Un homme extraordinaire. Hein. Et il a dit non. Alors, ah bon, ah oui, je lui ai dit. Et il m'a dit pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Parce que je t'en tôle. J'ai dit parce que tu m'aurais jamais cru. Il fallait que ça intervienne, comme j'ai dit il y a 6 mois, en disant il va le faire. Excusez-moi, c'est pas du tout pour faire malgoire, c'est pour expliquer ce qui s'est arrivé. Quand il y a 6 mois, j'ai dit ça va se faire ça et ça va arriver début janvier qui va faire sa teshuva, c'est arrivé. Voilà. C'est vrai. Moi, je reconnais qu'effectivement, tu m'en avais déjà parlé il y a un moment et tu faisais aussi souvent référence à la franc-maçonnerie. Oui, parce que. On est exactement. Parce qu'en fait, ce qui m'a ému la puce à l'oreille, c'est à partir de 2008. Où je disais, on arrête d'attaquer le front les juifs. On s'en fout parce qu'en plus, le CRIF, tout ça, il représente pas du tout le juif de la rue. Jacob, tu pourras le dire mieux que moi, il représente pas du tout les juifs de la rue, c'est rien. Nous, les juifs, on aime rire en priorité. L'idiosyncrasie du peuple juif, c'est de rire de soi-même, de ses propres malheurs pour les exorciser, pour s'en détacher, s'en extirper. Là, donc, quelqu'un, il nous fait rire, et puis surtout avec le talent. Je te jure, le talent, tout le monde s'accorde, et c'est la vérité. Le talent, il est au-dessus de Coluche et des proches réunis. Je dis donc, on doit faire œuvre justement de réconciliation véritable dans les sketchs. Parce qu'en fait, un comique s'exprime en tant que comique. Ses excuses, il aurait dû faire un spectacle en expliquant sa teshuva. Tu vois, si c'était sincère. Tu ne vas pas lécher la rondelle de ces crapules-là. Il avait fait un sketch, d'ailleurs un spectacle qui s'appelait Mes excuses à l'époque. Là, c'était bien. Ça s'y prêtait parce que c'était une réponse directe à ceux qui l'avaient incriminé en tant que responsable du CUF, BHL et compagnie. Ça correspondait parfaitement. Et c'était dans la ligne de conduite qui a été qu'on avait fixée à partir de 2002, 2003, 2004, pour que ça continue dans cette optique-là. Mais dès lors qu'il faisait de la surenchère en visant le lobby, en désignant l'ennemi comme étant le lobby juif, on jouait le jeu de ceux d'en face qui nous opposent de manière perpétuelle les juifs en tant que bouclier et bouc émissaire. Il faut sortir de ça. Et il en a pleinement conscience, que ça soit même pour l'ésotérisme. Après, il était dans la surenchère, c'est vrai, il était dans cette surenchère un petit peu des fois dans le cadre de ses spectacles, mais c'était surtout l'idéologie sioniste qu'il attaquait. C'était pas non plus le juif du quotidien. C'est vrai qu'il y avait un manque de nuances, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, et même ses excuses, du coup, accréditent le fait qu'il demande pardon et qu'il ait pu être antisémite. Pour moi, encore, je le répète, pour moi, il n'a jamais été antisémite, il était antisioniste. Mais c'est vrai qu'il manquait certainement de nuances parfois et par moments, et qu'il a été aussi dans la surenchère parce que c'était aussi un petit peu le jeu, parce qu'il était aussi très attaqué, et les procès, médiatiquement, les politiques montaient au créneau, du coup, il est monté dans une certaine surenchère, mais ceux qui arrivaient à garder les pieds au sol comprenaient bien en fait qu'il était surtout et essentiellement antisioniste et pas antisémite, et qu'il s'attaquait pas en mal aux juifs du quotidien. Mais je suis d'accord avec toi, mais ça allait bien au-delà de cela. C'est-à-dire que lui, il sait très bien que tu peux fractionner la caste qui a la main mise sur le pouvoir. Tu peux la fractionner en sionistes, en Illuminati, en tous les noms à la con qui sortent pour se cacher derrière une. Oui, en haute loge maçonnique. Tout ce que tu veux, voilà. Dès lors qu'on se mette de front à un des épouvantails qui nous mettent, des leurs qui nous mettent devant, on sert la soupe à ces gens-là. Il faut dire non. Il y a une casse dirigeant qui tient tous les leviers du pouvoir et qui nous met tous dans le même sac, pour lesquels on est tous des animaux. Alors vous pouvez les appeler par qui vous voulez, les framacs, n'importe quoi, les méchants, on va dire. Il faut les identifier.
Il y a un Voilà. moment, il faut les identifier. Et c'est pour ça que maintenant, ils se revendiquent, ils se disent tous de la super loge. Ils ont inventé un nom, que ce soit Poutine, Trump, Xi Jinping, ils se reconnaissent tous, Netanyahou, ils se reconnaissent tous de ce qu'ils ont appelé eux-mêmes la super loge, dans laquelle ils revendiquent avoir cette séparée de manière mafieuse le monde, comme par exemple les mafias à New York se sont divisées la ville en 6 quartiers. Donc, dès lors qu'on vise un seul point de cette mainmise, c'est-à-dire que les médias, en incriminant faussement les juifs, on sert ce système, alors qu'il est si simple, même dans la surenchère, de dire une formule, tu la connais, je l'emploie tout le temps, puisque là on parle des juifs, on va parler le côté religion de la chose, juifs, chrétiens, athées, musulmans, tous unis contre Satan. Satan en disant les personnes qui nous mettent les uns contre les autres, pour faire en sorte d'user du diviser pour mieux régner au maximum, pour nous importer leur volonté qui est contraire aux intérêts de tous. C'est-à-dire que tu prends les juifs, les chrétiens, les musulmans, les athées, tout ce qui arrive depuis, on va dire, une quinzaine d'années, ça dessert tout le monde pour la personne du quotidien. Alors, il y a quelques Complètement, je guignols. suis d'accord, mais encore, moi, j'insiste sur le fait que vraiment, j'ai pas eu la sensation qu'ils s'en prenaient aux juifs du quotidien ou aux juifs même de manière même très générale. J'ai plus eu Jamais. l'impression qu'ils s'attaquaient vraiment à une élite juive, on va dire, on va l'appeler comme ça, qu'on retrouve dans la finance, par exemple, qu'on retrouve beaucoup dans la finance et qu'effectivement, bah, c'est des juifs. Bon, bah voilà, c'est des juifs. C'est un fait, c'est comme ça. Mais sans pour autant s'en prendre à tous les juifs du quotidien. Oui, Jacob, vas-y, je t'en prie. Dans le monde du spectacle. C'est-à-dire. Ou dans le monde du spectacle aussi. Quand on fait un sketch, quand il a fait le sketch, ouais. Non, 4 jours après, il avait un spectacle à Lyon, il a été annulé. Donc c'est ça la force du lobby auquel il a fait face. C'est-à-dire que peut-être qu'il ne le savait pas, enfin en tout cas il l'a appris à ses dépens. Même la quenelle, regardez ce qu'on a fait de la quenelle, qui est un geste tout à fait OK. Bon, c'est son geste, il l'a popularisé. C'est un bras d'honneur. Le lobby. Coluche qui l'a sorti en 80. Pardon? C'est Coluche qui l'a sorti en 81 en disant on va leur mettre jusque-là. Ah pour bon, l'élection de 80. Et oui, puis même Dieudonné l'avait fait avec les Pygmées à l'époque. Oui, OK. Le lobby a réussi à en faire un acte pénalement répréhensible. Et un salut nazi inversé, selon leur dire. C'est quand même, enfin, je veux dire, lui, quand Jonathan Moadab m'avait posé la question, entre autres dans la vidéo sur Dodo, il m'avait dit, enfin, il y a quand même des dérapages. J'ai dit oui, tout à fait, il y a des dérapages. Enfin, imaginez quelqu'un qui est en but à ces harcèlements, à ces condamnations. Eh bien, fatalement, il va dépasser les bornes un peu. On ne peut pas. Ou alors il se soumet, ou alors il utilise son talent pour dépasser les bornes, pour provoquer, pour pousser aussi ses pions. Et donc, je me souviens par exemple quand il y avait un footballeur qui jouait en Angleterre, Anelka. Il a fait une quenelle à Londres. Eh ben, il a été puni en Angleterre. Et c'était son grand ami. Eh ben, c'est ça la puissance du lobby, à mon avis. Enfin, c'est ça il savait qu'il faisait face à un lobby tentaculaire et impitoyable. Et ça aussi, à mon avis, il faut l'avoir en tête pour comprendre, malgré tout, il allait au-delà. Et d'ailleurs, quand il faisait ses blagues, enfin, quand il poussait un peu, c'était l'explosion de rire et de joie dans le théâtre. Parce que les gens, c'est vrai qu'ils en ont marre, ils savent qu'ils ne peuvent pas tout dire, ils ne peuvent pas tout écrire, ils sont oppressés, ils sont surveillés. Et donc, il y a quelqu'un qui ose. Et c'est ça aussi qui faisait son statut, sa popularité. Ouais. Mais moi, pardonnez-moi, je rajoute ce point précis, c'était pour moi, ça ne peut pas être une faute, c'est pas une erreur, c'était délibérément de dénommer ça le lobby juif, c'est du flan.
Certes, il y a des gens qui se réclament de leur judaïcité pour se mettre en avant en disant c'est nous qu'on décide. C'est faux. C'est un lobby. Déjà, tout ce que les Bernard-Henri Lévy, tout ça, ils en ont absolument rien à fiche de la religion. Et on met ces quelques guignols en avant pour faussement désigner un lobby qui serait uniquement constitué de juifs. Dans la finance, Alors, est-ce qu'on peut plutôt parler de lobby des hautes loges maçonniques? Oui, c'est ça, 100%. Et depuis toujours, il se cache derrière un lobby juif revendiqué, mais qui ne représente pas du tout les juifs, qui est mis en avant dans les médias en tant qu'aboyeur, c'est-à-dire le petit Yorkshire de base, les Patrick Cohen, les Bernard-Henri Lévy, Phil Kenkrot et compagnie, ils sont là pour cristalliser cette institutionnalisation de l'antisémitisme, de sorte que on détourne l'attention. Toujours bouclier, bouc émissaire, comme ça quand ça ira mal. Ouais, ils ont quand même un gros pouvoir médiatique, ces gens-là. Oui, mais c'est parce que ça, c'est la phase. Sont-ils légitimes de donner leur avis, faire des leçons aux Français au travers de nos écrans? C'est parce que ce sont les médias qui rendent. La personne du quotidien voit sa réalité qu'à travers les médias. Mais ça, c'est ce qu'ils nous montrent. Eux, ils savent très bien que c'est du pipeau. Dans les médias, ils regardent ce qu'ils nous ont fait avec Macron. Le gars, il arrive de nulle part, ils l'ont fait élire de force. Mais ils auraient pris une chèvre à la place, une vraie chèvre, ils l'auraient fait élire. Ils pourraient nous dire tous les jours que 2 et 2, ça fait 5. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils participent à ça. C'est ça que je veux dire. Il y a des connivences, il y a des connectivités, des complicités. Voilà. Pour faire en sorte que on parle toujours uniquement des conséquences de ce qui arrive, mais jamais des causes. La cause, c'est que ce monde dysfonctionnel qui nous impose, c'est une volonté délibérée de ceux qui nous dirigent, parce que gouvernent, c'est les guignols qu'ils ont réalisé et compagnie, de sorte que la confusion soit entretenue de manière perpétuelle, afin que nous ne puissions pas nous extirper de ce piège mortel en cours d'être refermé. Et ça, Diodo et Sora le savent pertinemment, et en ne dénominant pas spécifiquement les choses, c'est participer pleinement. Qu'est-ce que tu appelles dénominer explicitement les choses? C'est ce qu'on vient de faire. C'est ce que je viens de te dire précédemment. Voilà, c'est-à-dire les hautes loges maçonniques qui dérangent au niveau mondial et dont le pouvoir a été donné en France à ceux qui tiennent les cordons de la bourse véritables, c'est-à-dire Bernard Arnault, Pinault et compagnie. On est d'accord, on va pas faire un décryptage là-dessus. On connaît un petit peu près le contour dans sa globalité. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas pour faire l'avocat de Dieudonné, mais Dieudonné, Alain Soral ont dénoncé ces choses-là. On dénonçait aussi les loges maçonniques. Mais que de manière superflue en disant pas l'essentiel. Si tu veux, c'est comme un tour de magie. Si tu dis plus ça dépend. Après, oui, parce qu'ils ont peut-être fait ça un peu en surface, parce qu'ils estiment, ils se rendent pas forcément compte qu'il y a des niveaux peut-être de conscientisation un petit peu plus faibles et tout. Mais je veux dire, c'était assez compréhensible pour tous. D'ailleurs, même Dieudonné avait dit à l'époque qu'il avait déjà expliqué un moment qu'il avait été invité à une initiation maçonnique, mais que du coup, il avait jamais donné suite. Et puis, il dénonçait un petit peu quand même les réseaux francs-maçons quand même. On peut pas lui. C'est un sketch. Lui enlever ça. C'est un sketch. Oui, c'est un sketch, mais c'est un humoriste. Voilà. Non, mais c'est un sketch. Par exemple, tout ce qu'il a dit de ce qui s'est investi hors sketch sur la Palestine, qui est simplement une conséquence de la mainmise mondiale de cette organisation mafieuse. S'il avait voulu véritablement dénoncer les choses dont il est parfaitement au courant, au lieu de faire simplement un sketch pour que ce soit simplement drôle et que ça s'arrête là, on aurait pu pousser le bouchon beaucoup plus loin. Il a essayé de le faire avec Alain Soral, encore une fois. Je fais pas son avocat, mais il a essayé de le faire avec Alain Soral, avec la liste anti-sioniste qu'ils avaient montée à l'époque, où ils voulaient se présenter justement aux élections avec cette liste-là. Et on les en a empêchés. Alors après, sioniste, c'est pas encore le cas. C'est quand il était là, c'est donner des noms à ce qui ne correspondent pas. C'est toujours du leurre. Par rapport en tout cas dans le cas de la Palestine, je parle là. On est en train de parler de la Palestine essentiellement. Je te parle vraiment dans le cas de la Palestine. Oui, mais on a les élections européennes. Si on est en élection européenne, si on veut vraiment faire quelque chose implicitement par un biais d'une représentation au Parlement européen, il ne faut pas attaquer simplement cette branche-là. C'est-à-dire que le sionisme, c'est pas ce qui dirige le monde au niveau de cette mafia organisée sur toute la planète.
C'est simplement une branche qui laisse apparente pour que les gens s'accrochent dessus, un os à ronger et qu'on donne aux personnes qui ne sont pas au courant de tout. Et dès lors, C'en est une, en tout cas, c'en est une. En tout cas, c'en est une. Jacob, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, moi, en tout cas, je dis que sur le plan de l'antisionisme, c'est-à-dire de l'antisionisme interne, propre à la France, pas seulement du côté du Moyen-Orient, du Proche-Orient, mais de l'existence et du pouvoir d'un lobby lié au sionisme. Et c'est la première fois, en tout cas, que des mouvements ou des personnes osent le dire et aller au bout de cette logique-là. Parce qu'il y a, c'est pas un tabou, c'est, comment dire, c'est les gens sont tétanisés parce qu'ils savent que la moindre. Je vais vous donner juste une illustration. Vous connaissez Jean-Frédéric Poisson. Bon, Jean-Frédéric Poisson, il passe pour quelqu'un, en tout cas, il passait pour moi, à mon avis, quand il a fait ça. Bon, et il voulait se présenter aux primaires de la droite en 2017. Les primaires pour désigner le candidat de la droite, d'accord? Il a osé dire dans une interview, l'AIPAC est un lobby sioniste. Je veux dire, à la limite, c'est quand même, eux-mêmes, ils se définissent comme un lobby sioniste. Eh bien, le lobby sioniste en France, il lui a lancé un ultimatum au mouvement, à la droite. Ils lui ont dit, celui-là, s'il ne s'excuse pas, il ne pourra pas se présenter. Enfin, vous voyez le pouvoir quand même. Eh bien, il a été obligé. Il s'est excusé, alors qu'il aurait pu dire, c'était une occasion extraordinaire de dire, bah, écoutez, voilà, regardez, moi je vous apporte 100 documents américains, comme quoi c'est un lobby sioniste. Donc, ce qui est terrible, c'est cette trouille qu'ils ont imposée à la société française. Aujourd'hui, il est pratiquement, non seulement il est devenu impossible, l'antisionisme est confondu avec l'antisémitisme, mais même Amalgamé. on interdit des associations qui défendent la Palestine, etc. Et ces mouvements ont tellement intégré la peur du CRIF que ces organisations-là, elles-mêmes, font le boulot du CRIF. Je vais vous donner deux petits exemples pour vous montrer à quel point les organisations de résistance, entre guillemets, ont intériorisé la peur, la soumission, les lignes rouges du CRIF. Voilà. Il y a quelques années, le mouvement BDS, boycott des investissements sanctions, avait organisé une conférence à Paris. Il fallait juste s'inscrire. Donc, je me suis inscrit juste pour être parmi l'assistance, parce que je voulais voir assister. Donc, je leur ai dit, voilà, je voudrais assister, merci de m'inscrire. C'était à Confluence, Paris 20e. Bon, je n'ai pas gardé le mail, je suis désolé, mais vous pouvez me croire. Eh bien, quand ils ont vu Jacob Cohen, ils m'ont dit, nous vous prions de ne pas venir. Voilà. Un autre exemple, quand le livre Le Printemps des Sayanim est paru, l'association France-Palestine Solidarité, qui touche 100 000 euros de subventions par an pour défendre, entre guillemets, la Palestine. Mmh. Eh bien, elle a donné instruction à ses membres de me boycotter, de ne pas parler du livre, etc. Donc, je veux dire, il y a un terrorisme qui s'abat sur toute réflexion de résistance contre Israël, véritable résistance contre Israël, au niveau des journalistes. Mais je peux vous dire, j'ai rencontré une journaliste de l'Humanité, parce que je faisais partie de l'UGFP. Et quand je lui ai montré la 4e de couverture du Printemps des Sayanim, elle m'a dit, ah, c'est très intéressant, faites-moi envoyer un exemplaire. Elle ne m'a jamais contacté, et je lui ai écrit plusieurs fois. Elle m'a laissé sa carte, parce qu'elle avait la trouille. Comment ça se fait que j'étais le premier en France à parler des Sayanim?
Moi aussi, j'ai été surpris. Parce que pendant 20 ans, avant le livre, je connaissais l'existence des Sayanim. Et là, j'ai compris que c'est impossible qu'aucun journaliste n'ait rencontré les Sayanim. C'est impossible. Eh bien, parce qu'ils se disent, il vaut mieux pas. Voilà. On a affaire à une organisation terrorisante. Et là, pour la première fois, et là, voilà, je le reconnais ce courage. Alain Soral et Dieudonné ont osé aller au bout. Qu'on prenne, qu'on dise oui pour ceci, pour cela. En tout cas, la parole s'est libérée avec eux. Voilà. Et c'est un peu comme Jean-Luc Mélenchon, il libère un tout petit peu la parole concernant le CRIF. Mais bien sûr, sans aller très loin, etc. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'ils ont libéré la parole. Les gens avaient besoin d'entendre qu'on leur dise oui, il y a un lobby, oui, il tient enfin, c'est manifeste. Il y a quand même 4 000 à 5 000 Sayanim en France qui sont implantés pratiquement dans toutes les instances de l'édition, de l'université, de la politique. Judiciaire. Comment il s'appelle un chirurgien qui va à Gaza pour former des chirurgiens de la main. Bon, le nom va me revenir. Il va 2 à 3 fois par an à Gaza. Il est prof à l'université. Imaginez le terrorisme sioniste en France. Il avait donné un sujet à ses étudiants sur les dégâts causés parce qu'il était spécialiste de la chirurgie de la main. Son nom va me revenir. Il a écrit plusieurs livres. Eh bien, il a été poursuivi en justice par l'Association des médecins juifs de France. Est-ce que vous réalisez? Parce qu'il a osé donner un sujet sur les dégâts causés par les bombardements à Gaza, enfin, je veux dire, d'un point de vue médical. Mais il a été poursuivi en justice. C'est-à-dire qu'en fait, en France, dès que quelqu'un ose s'écarter. Il y a une omerta. Voilà, et donc les gens intériorisent cette omerta, etc. Et là, moi je reconnais, en tout cas, c'est mon opinion, il y a 2 personnes avec 2 organisations, etc., qui ont osé aller au bout. Et c'est ça ce qu'on ne leur pardonnait pas. On ne leur pardonne pas. C'est la parole libérée qu'ils revendiquaient. Et ça, c'est impardonnable. D'accord. Jacob, excuse-moi, parce que le temps passe vite, le temps s'écoule. Je voulais faire un truc assez court pour que voilà, les gens puissent aller retrouver l'entretien derrière, pour pas que ce soit trop long. On reparlera aussi, Jacob, parce qu'on a déjà fait un premier entretien ensemble sur le conflit israélo-palestinien, et on devait justement aussi parler de ton livre, Le Printemps des Sayanim. Et donc on va le refaire aussi, parce que là c'est pas le sujet ce soir, mais c'est très bien que tu en parles parce qu'on va se faire cet entretien très prochainement. C'est lié avec. C'est lié, effectivement, oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord, mais je veux dire, on va pas s'étaler plus sur ce sujet-là pour pas trop se perdre. Oui, d'accord. On se retrouve très prochainement pour faire ça, pour parler de ton livre, Le Printemps des Sayanim. On va se retrouver très prochainement. Ça fait un moment qu'on doit le faire. Germain, pareil, on va se retrouver aussi très prochainement pour essayer d'étayer un petit peu plus, parce que je sais aussi que tu fais beaucoup référence justement à la franc-maçonnerie. On en a déjà discuté un petit peu ensemble. Tu as déjà fait des lives aussi par rapport à ça, par rapport à Dieudonné et Soral. Et moi, j'aimerais étayer un petit peu plus dans le fond du sujet. Et du coup, là, on va peut-être se laisser ce soir. On va revenir sur Dieudonné. On refera peut-être une émission ensemble au fil du temps, là, voir comment un peu les choses évoluent, comment c'est perçu, ce qui va se passer, son prochain spectacle. Je pense que voilà, ce soir, on en a déjà dit un petit peu assez. On a essayé d'ouvrir quelques brèches. C'était pas mal. Moi, je vais juste vous poser une dernière question à tous les deux pour faire un petit résumé en fait de la pensée de chacun. Pour vous, l'affaire Dieudonné en quelques mots, en très peu de mots, en 10 secondes. Jacob, si tu permets, je commence parce qu'après, il faut que j'y aille. J'ai 5-6 minutes déjà de retard pour un rendez-vous que j'avais donné à celui-ci. En 10 secondes, oui, tu as un prochain live, toi, encore derrière, Germain. D'ailleurs, après, je vais aussi parler de vos chaînes, c'est important. Voilà. Vas-y, Germain. C'est la fin annoncée d'un processus qui était voué à finir de la sorte.
pour qu'en contrepartie du travail fait, ils retrouvent la lumière. Ok. Écoute, pour moi, c'est vraiment la victoire du lobby sioniste. Comment dire, c'est par chaos. Il y a rien qui lui résiste. Et ça, c'est un constat qui me remplit de tristesse et d'amertume. Voilà. Regardez ce qui s'est passé avec Stéphane Blais. Regardez comment ils l'ont détruit. C'est terrible. Voilà. En France, voilà. Le lobby peut tout faire. Voilà. Ok, merci messieurs. Voilà, Jacob, toi, si tu veux présenter un petit peu ta page, où les gens peuvent te retrouver, c'est Jacob Cohen, Facebook, Non, Telegram, non oui, j'ai une page sur VK et Telegram parce que VK. j'écris très peu sur Facebook à cause de la censure et je fais très peu de vidéos. Avant, j'avais une chaîne YouTube, je l'utilise presque plus. Voilà. Donc, je m'exprime plus, pas par vidéo, mais par comment dire, je fais des posts avec des commentaires sur Des petits Telegram. articles, des petits pamphlets. Voilà, sur VK, sur Telegram, Facebook aussi, je crois, et YouTube quand même, Oui, si les gens mais, veulent vraiment oui, retrouver oui, des articles de toi. j'ai une page Facebook, mais disons, à cause de la censure, j'évite de mettre des choses qui peuvent C'est très difficile porter. sur Facebook. C'est très difficile. Moi, j'en suis à ma 3e page, hein. En tout cas, c'est Jacob Cohen. Voilà, si vous voulez suivre l'actualité. Germain, est-ce que tu as une page Facebook, YouTube? Sur YouTube, ça s'appelle l'Atelier des chansons, parce que Germain Gaef, Cohen officiel, mais ils l'ont censuré. Donc, On allait y L'atelier. venir. et sinon, sur Facebook, Instagram, Telegram et compagnie, c'est Germain Gaef, Cohen officiel. D'accord. Et tu as aussi l'atelier des chansons potaches, Germain, c'est Oui, ça? en fait, on a arrivé parce que l'Atelier des chansons potaches, ils m'ont striké aussi. Donc maintenant, ça s'appelle l'Atelier des chansons, tout simplement. Et il y a aussi, je fais toute ma propagande pour voilà, ma publicité aussi, parce que tout ce dont on fait état ici, je le fais état dans mon spectacle qui s'appelle Le Dépeceur de Montauban. Et Voilà, donc tu as aussi un spectacle. voilà. Est-ce que tu peux, voilà, vas-y, en profites-en pour. Pour s'aller donc sur Germain Gaef Cohen officiel ou sur l'atelier de chansons, à l'atelier des chansons, il y a tout ce qui fait état du spectacle Le Dépeceur de Montauban, et avec les nouvelles dates qui vont intervenir à partir de la semaine prochaine. Le but étant de rencontrer les gens et de discuter ensuite de ce qu'il y a lieu de faire pour s'extirper de la situation dans laquelle on était placé par les mondialistes. Voilà, et ben écoutez, super les gars, je vous dis à très très bientôt en tout cas. Je Ouais. remercie les abonnés aussi ce soir du Micro Papillon. Ça, c'est une nouvelle page, une nouvelle chaîne hein, après 3 suppressions de Facebook. Moi, c'est pareil, si vous voulez me retrouver, le Micro Papillon sur Facebook, sur YouTube, sur Telegram aussi également. Et j'ai une autre chaîne aussi, la Pause Grégos, où je fais des chroniques vidéo. Vous pouvez retrouver donc la Pause Grégos sur Facebook et YouTube aussi également. Merci messieurs. Bonsoir. Salut, Au Je vous dis à revoir. très, très bientôt. Au revoir. Salut Jacob. Au plaisir. Bonne soirée et on refera un petit point prochainement. Avec Avec plaisir. plaisir. Salut tout le Salut. monde.